Bonjour, mon nom est Sylvie Savard. Je suis bénévole pour l'organisme Lire à tout âge. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous faire la lecture. Certains textes nous touchent davantage. Les lectures que je vous offre aujourd'hui ont particulièrement parlé à mon cœur. Je vous les partage donc et je vous souhaite un heureux moment. Voici un texte tiré du livre Bouillon de poulet pour l'âme de l'ami des chiens. Ce texte raconte l'histoire d'un chien. Plus précisément, il s'agit d'un mélange de Rottweiler et de berger allemand, des chiens qui n'ont pas nécessairement la réputation d'être de gentils toutous. Voici le titre, Le monde de Jétro. Mon chien Jétro, un mélange de Rottweiler et de berger allemand, a toujours été d'un naturel calme, doux et bien élevé. Depuis que nous avions fait connaissance au refuge pour animaux alors qu'il n'était âgé que de 9 mois, jusqu'au moment de sa mort, deux choses étaient claires. Un lien bien spécial nous unissait, Jétro et moi. Et il était une âme d'une douceur et d'une compassion exceptionnelle. Jétro n'a jamais pourchassé les animaux. Il aimait simplement se tenir là et regarder le monde autour de lui. Il était un assistant de recherche parfait pour moi sur le terrain, alors que j'étudiais les différentes sortes d'oiseaux, dont les gros becs errants de l'Ouest et les jets de stellaires qui vivaient près de chez moi au pied des Rocheuses du Colorado. Un jour, alors que j'étais assis dans la maison, j'ai entendu Jétro arriver à la porte avant. Au lieu de gémir comme à l'habitude, quand il veut entrer, il est resté assis. Je l'ai regardé et j'ai vu une petite créature velue dans sa gueule. J'ai d'abord pensé, oh non, il a tué un oiseau. Cependant, quand j'ai ouvert la porte, Jétro a laissé tomber à mes pieds un très jeune lapin, trempé de salive et bien vivant. Je n'ai remarqué aucune blessure, seulement une petite boule de fourrure qui avait besoin de chaleur, de nourriture et d'amour. J'ai pensé que sa mère avait probablement été victime d'un coyote, d'un renard roux ou d'un puma qui rôdait parfois près de chez moi. Jétro me regardait avec de grands yeux comme s'il cherchait des éloges de ma part. Je l'ai félicité. Il semblait très fier de lui. Pourtant, quand j'ai pris le lapin, sa fierté s'est transformée en inquiétude. Il a essayé de me l'arracher des mains, sans succès. En pleurnichant, il m'a suivi pendant que je trouvais une boîte, une couverture, de l'eau et de la nourriture. J'ai délicatement déposé le petit lapin, une femelle, dans la boîte. Je l'ai baptisé Bonnie et je l'ai enveloppé dans la couverture. J'ai placé des carottes, du céleri, de la laitue finement hachée près d'elle et elle a essayé de manger. Je me suis ensuite assurée qu'elle sache où était l'eau. Pendant tout ce temps, Jétro se tenait derrière moi, haletant, bavant sur mon épaule et surveillant chacun de mes gestes. J'ai cru qu'il s'attaquerait à Bonnie ou à la nourriture, mais il restait là, simplement, fasciné par la petite boule de fourrure qui se déplaçait lentement dans son nouveau foyer. Je me suis éloignée de la boîte et j'ai appelé Jétro, mais il n'a pas bougé. Quand je l'appelle, habituellement, il accourt vers moi, particulièrement si je lui offre un os, mais ce jour-là, il est resté obstinément près de la boîte. Pendant des heures, il a été impossible de l'éloigner de Bonnie. J'ai dû finalement tirer Jétro de force dehors pour sa promenade du soir. En rentrant, il s'est dirigé en courant vers la boîte et il a dormi là toute la nuit. J'ai bien essayé d'attirer Jétro vers l'endroit où il dormait habituellement, mais il a refusé. Son attitude disait clairement « Pas question, je reste ici ». J'avais confiance que Jétro ne ferait aucun mal à Bonnie. Et jamais, pendant les 2 semaines où je l'ai soigné durant sa convalescence, il n'a fait quoi que ce soit pour l'effrayer. Jétro avait adopté Bonnie. Il s'assurait que personne ne puisse lui faire de mal. Enfin, le temps est venu où j'ai présenté Bonnie au monde extérieur pour la première fois. Jétro et moi, nous nous sommes dirigés du côté est de ma maison et j'ai sorti le lapin de la boîte. Nous l'avons observée se diriger lentement vers un tas de bois. Elle était prudente, ses sens bousculés par les nouveaux stimuli. De nouvelles choses à voir, de nouveaux sons, de nouvelles odeurs, tout cela l'entourait. Bonnie est restée dans le tas de bois pendant environ 1 heure avant d'en sortir pleine d'assurance pour entreprendre sa vie de lapin sauvage. Jétro n'a pas bougé.
Il examinait la scène, il n'a jamais quitté Bonnie des yeux et jamais il n'a tenté de l'approcher. Bonnie est resté autour de la maison pendant quelques mois. Chaque fois que je laissais Jétro sortir de la maison, il courait immédiatement vers l'endroit où j'avais libéré Bonnie. En arrivant, il penchait la tête d'un côté et de l'autre et cherchait Bonnie. Ce manège a duré environ 6 mois. Si je disais Bonnie d'une voix aiguë, Jétro gémissait et partait à sa recherche. Il aimait Bonnie et souhaitait la revoir. Finalement, j'ignore ce qu'il était devenu de Bonnie. Probablement qu'elle a vécu sa vie dans la campagne autour de chez moi. Depuis ce temps, d'autres lapins, jeunes et adultes, sont passés par ici. Et j'ai remarqué que Jétro ne court jamais après eux. Il cherche plutôt à s'en approcher le plus possible et il examine chacun d'eux, se demandant si peut-être c'est Bonnie. Il y a quelques étés, bien des années après avoir fait la connaissance de Bonnie et avoir fait preuve de beaucoup de compassion à son égard, Jétro est arrivé à la course avec un animal tout mouillé dans sa gueule. J'ai songé, oups, serait-ce un autre lapin? Je lui ai demandé de le déposer par terre. Cette fois, c'était un oisillon. Un tout petit oiseau qui avait heurté une fenêtre. Il était étourdi et avait juste besoin de reprendre ses esprits. Je l'ai tenu dans mes mains pendant quelques minutes. Jétro, fidèle à lui-même, n'a pas quitté l'oiseau des yeux. Il épiait chacun de mes gestes. Quand j'ai cru que l'oisillon était prêt à reprendre son vol, je l'ai déposé sur la balustrade de ma véranda. Jétro s'en est approché, l'a senti, a reculé et l'a regardé s'envoler. Quand il a perdu de vue, il s'est tourné vers moi et a fait ce qui m'a semblé être l'équivalent canin d'un haussement d'épaule. Puis, ensemble, nous avons fait une longue promenade sans but sur le chemin qui longe ma maison. Tout allait bien dans le monde de Jétro, une fois de plus. Voilà cette histoire que j'ai trouvée bien touchante. Je vous présente maintenant une courte anecdote tirée de la section Autrement dit du journal Le Soleil. Une nouveauté, caisse pour le placotage. Aux Pays-Bas, les supermarchés jumbo font le pari de la lenteur. En plus des caisses rapides et des caisses entièrement automatiques, ils proposent désormais des caisses où on peut prendre son temps et placoter avec l'employé. Une sorte de retour en arrière que la clientèle plus âgée aurait réclamé. Faire du neuf avec du vieux, il n'y a rien de plus moderne. Comme on aimerait se retrouver à ces caisses-là et prendre son temps. Voilà. Voici une chronique de Mylène Moisan, chronique qui a été publiée dans le journal Le Soleil en mars 2019. Ce texte parle du bonheur, un thème qui fait toujours du bien au cœur. Il commence ainsi. Le chanteur Christophe Maé demande dans son succès de l'art, « Il est où le bonheur? » Et il nous dit de ne pas chercher trop loin. Il est là, le bonheur, il est là. N'empêche, on se dit qu'il ne doit pas se tenir n'importe où, ce bonheur, qu'on a plus de chances de le trouver sous le soleil que sous la pluie, dans un champ de fleurs qu'au travers des orties. Je l'ai vu il y a quelques semaines dans un CHSLD. C'est bien la dernière place où j'aurais pensé l'apercevoir, surtout avec tout ce qu'on en dit. Avec les conséquences de la pénurie de personnel, le casse-tête des gestionnaires qui en arrivent à fermer des lits jusqu'à un étage même, parce qu'ils sont à court de solutions. En cet après-midi de fin février, malgré tout ça, le bonheur s'y était faufilé. Plus d'une vingtaine de résidents étaient réunis dans la grande salle au rez-de-chaussée pour participer à une œuvre collective, une peinture. Une peinture dont ils allaient être les artistes. C'est pas banal. Offerte par le Noël du bonheur, l'activité était organisée par Alla Viva, une entreprise dont la marque de commerce est de stimuler les aînés. La peintre, Isabelle Fro, avait pris de l'avance. Elle avait recouvert la petite toile d'un beau bleu ciel. Elle tenait le pinceau et les artistes qui l'entouraient lui disaient quoi faire. Pas toujours clairement, parfois en acquiesçant simplement à ses suggestions sur une couleur à choisir ou un détail à ajouter.
le nez rouge sur le premier règne tirant dans le ciel le traîneau du Père Noël, un chou sur les cadeaux dans la neige au pied du grand sapin. Le paysage d'hiver s'est ainsi imposé, tout comme la magie de Noël. Comme si, le temps d'un après-midi pas tout à fait comme les autres, sa résidente du CHSLD d'Assise était retournée en enfance. L'âge a cette manie d'effacer la vie à rebours. Pour faire jaillir les idées, Isabelle a posé cette question toute simple. C'est quoi pour vous le bonheur? Le monsieur au milieu a dit, c'est d'avoir été 31 ans dans la police. Et l'autre derrière ajoute, le bonheur, c'est nous autres. Voilà qui aurait cloué le bec à Sartre et à sa tirade, l'enfer, c'est les autres. Parce qu'on peut toujours trouver une raison pour être malheureux et blâmer les autres. Ce que cet homme est venu dire, dans le fond, c'est qu'on fait son bonheur comme un tableau, avec les couleurs qu'on a. Il a fallu une bonne heure à Isabelle pour compléter le sien, chaque coup de pinceau donnant plus de vie au paysage, ainsi qu'à ceux qui la regardaient faire. Je les regardais regarder Isabelle, fascinée de voir une œuvre prendre forme sous leurs yeux, avec la fierté d'en être partie prenante. Assis sur une chaise ou dans leur fauteuil roulant, ils créaient. Et ils ne tarissaient pas de compliments pour Isabelle, contents qu'elle prenne le temps de les écouter, de coucher leurs idées sur la toile. Comme cette dame qui aurait bien voulu acheter le tableau pour l'avoir à elle, juste à elle, dans sa chambre. Mais elle devra se faire à l'idée. Il sera affiché où il a été fait. Le bonheur, ça se partage. À la toute fin, Isabelle a fait le tour avec le tableau pour que chacun puisse mieux le voir et apprécier les détails. Madame Gamache l'a longtemps regardé et elle a dit « Des cadeaux, le Père Noël et des enfants, on ne peut pas demander plus. Tout est là. » Dans la faculté d'apprécier, dans les détails, dans les merci que tout le monde sait dire avant de partir, tout est là. Le tableau n'était qu'un prétexte. Les résidents ont regagné leur quartier tout doucement, un peu plus heureux. Un peu comme dans les mots de la chanson de Maé. C'est une bougie, le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut, le bonheur. Oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il ne fait pas de bruit, le bonheur. Non, il ne fait pas de bruit. Non, il n'en fait pas. Voilà. Ça porte à réflexion pour de bons moments, pour d'heureux moments. Je vais maintenant vous lire un conte. D'ailleurs, je crois que la plupart d'entre vous connaissez bien l'auteur. Il s'agit de Kim Yaroshevskaya. Pas facile à dire, c'est russe. Plus simplement, tout le monde la connaît, c'est Fanfreluche. La boîte à surprise, vous devez connaître. Quand on était jeune, ça nous a fait des heures de bonheur. J'ai pris ce texte dans son livre « Contes d'humour et de sagesse ». Voici d'ailleurs un extrait de ce qu'elle a écrit dans l'introduction. Je vais vous raconter des contes que Fanfreluche n'a jamais racontés aux enfants, parce que ces contes ne sont pas destinés aux enfants. Les enfants peuvent bien les écouter, peuvent probablement les trouver amusants, mais je crois qu'il faut avoir vécu pour apprécier ces contes à leur juste valeur. Ça commence ainsi. Au fond, je suis comme cet homme. Quand j'ai mal quelque part et qu'on me conseille un remède, je le prends. Et si on me conseille un autre remède, je le prends aussi. J'ai toute une collection de remèdes. Je les prends tous. On ne sait jamais. On ne sait pas lequel est le bon. Mais au fond, je le sais. Je connais le bon remède. C'est l'inspiration. Un tout petit chatoiement qui nous pousse à écrire un conte et qui nous fait oublier tous nos maux. J'aimerais vous parler d'un conte de notre enfance. On dit que sa trace remonte à des milliers d'années. Donc, ce conte a survécu aux guerres, aux catastrophes. Il a traversé les continents et les océans. Je parle du petit chaperon rouge. Mais qu'est-ce que ce conte peut bien avoir pour qu'on s'acharne à le raconter siècle après siècle après siècle? Bien sûr, il a le grand pouvoir de divertir.
Et j'avoue que j'en ai beaucoup abusé à la télévision, où j'en avais fait plusieurs versions abracadabrantes. Mais c'était avant que je comprenne que ce conte dit quelque chose de très grave. Que si, au lieu de croire ce que tu vois avec tes propres yeux, tu crois ce qu'un autre veut te faire croire, tu seras mangé tout cru. Alors, à la suite de cette révélation, j'ai fait ma dernière version de ce conte. Voici un tout petit extrait. Le petit chaperon bleu. Cette version présente une petite fille qui s'appelle le petit chaperon bleu. Son histoire ressemble à l'autre au début. En allant chez sa mère grand, le petit chaperon bleu rencontre un loup dans la forêt. Un loup assez gentil, ma foi. Alors, quand il lui demande où elle va, elle le lui dit. Mais le loup, Filou, qui avait une faim de loup, arrive chez sa grand-mère avant elle. Mange la petite vieille, met sa jaquette et son bonnet de nuit, saute dans le lit et attend le petit chaperon bleu. Le petit chaperon bleu que voici. On frappe à la porte. Le loup dit « Tire la chevillette, la bobinette chera !» Mais le petit chaperon bleu, qui a une bonne oreille, dit « Voyons, ce n'est pas la voix de ma mère grand. Qui cela peut-il bien être? » Elle tire la chevillette, en trouve la porte. Quelle horreur! Couché dans le lit de sa mère grand, mais c'est le loup de tout à l'heure. Entre, ma belle enfant, viens embrasser ta pauvre mère grand. Mais le petit chaperon bleu se dit, oh, ma mère grand, jamais de la vie. Je me fie pas à son bonnet de nuit, c'est le loup. Je le reconnais, je suis pas folle. Je le reconnais à sa gueule, à ses yeux, à sa voix. Approche, approche, ma belle enfant. Mais le petit chaperon bleu ne bronche pas. Elle écoute son cœur qui bat, et qui lui dit tout bas, écoute, écoute ce que tes yeux te disent, écoute ce que tes oreilles te disent, écoute ce que ton cœur te dit. Allez, va-t'en, vite, écoute. Et le petit chaperon bleu l'écoute. Elle part comme un bolide. Le loup se lance à sa poursuite, mais il s'embourbe dans ses draps, s'enfarge dans sa longue jaquette. Le bonnet de nuit lui tombe sur les yeux. Il ne voit pas où il va et quand il réussit à se déprendre, le petit chaperon bleu est déjà bien loin. Elle est déjà rendue chez elle. Et elle raconte son aventure à son père et à sa mère, qui, sur le champ, envoie un chasseur pour attraper le loup et délivrer la pauvre mère grand. Ce que le brave chasseur a fait, et tout le monde était content, sauf le loup, évidemment. Voilà pour ce joli conte que je trouvais assez coloré. J'espère qu'il vous a plu. Voici une autre anecdote prise toujours dans la section Autrement dit du journal Le Soleil. La tendance d'un nouveau métier, promeneur de gens. Dans les grandes villes, le métier de promeneur de chiens existe depuis longtemps. Pas mal tout le monde connaît ça. Mais promener des gens, c'est une autre affaire, pensez-vous? Erreur. C'est précisément le mandat que s'est donné People Walker, une entreprise de Los Angeles. Son fondateur, Chuck McCarthy, estime que les besoins sont énormes dans une ville où plus de 30% des habitants vivent seuls. Pour environ 14 $ de l'heure, les clients se réservent un compagnon ou une compagne peut-être pour aller marcher, magasiner ou prendre un café. On appelle ça le nouveau marché de la solitude. Moi, je trouve que c'est vraiment une heureuse idée. Puis, j'aimerais ça offrir mes services comme promeneuse de gens et pour passer des après-midi. C'est vraiment heureux. Le prochain texte provient du livre Bouillon de poulet pour l'âme des grands-parents. Il n'est pas toujours facile pour les grands-parents de vivre loin de leurs petits-enfants. On le sait, hein? Moi aussi, je suis grand-maman. Surtout dans cette période-ci, on les trouve bien loin, nos petits.
Voici donc l'histoire d'une grand-maman qui a su trouver comment faire pour gagner le cœur de sa petite fille. Le titre, Petite Marie. J'ai toute une marmaille de grands-enfants, dont plusieurs sont aux quatre coins du pays. Nous nous téléphonons souvent et j'envoie des lettres bourrées de coupons rabais pour les couches, la nourriture de bébé et toutes sortes de trucs. En retour, grand-papa et moi recevons des photos de nos petits-enfants qui grandissent ou des dessins au crayon de cire faits à l'école. Nous aimons les photos et les œuvres d'art, bien sûr, mais il nous manque de pouvoir assister à leur match de soccer, leur récital de danse et leur fête d'anniversaire. L'été dernier, nous avons organisé une grande réunion de famille. Enfin, nous allions être capables de rassembler tous nos merveilleux petits-enfants. Notre fils cadet est arrivé avec la dernière née de nos petites filles, Marie. Un beau prénom. Marie avait 3 ans et des joues rondes qui suppliaient de se faire pincer. C'est drôle cette phrase-là. Je trouve qu'on voit l'image, on voit le visage de la petite cocotte, comme ça doit être tout rond, ça. Ma belle-fille, bien intentionnée, quand ils sont arrivés, a poussé Marie vers nous en disant « Donne des baisers à grand-maman et à grand-papa pour leur dire bonjour. » Oh, Marie sembla paniquer et se cacha derrière les jambes de sa mère. Elle s'y accrocha malgré les exhortations de notre bru à nous donner une étreinte et des baisers. Après un moment, j'ai dit « Marie voudrait peut-être nous embrasser une autre fois, quand elle nous connaîtrait mieux. » Notre belle-fille, embarrassée, a convenu que c'était mieux. Durant toute la semaine que dura la réunion, Marie a continué de se cacher chaque fois que sa mère lui demandait de nous embrasser. Ça me peinait. Ça me peinait que ma propre petite fille ait peur de moi. Le comportement de Marie renforçait la solitude que je ressentais à être si loin de mes enfants et de mes petits-enfants. On peut l'imaginer, hein? La semaine prit fin et notre fils se préparait à partir pour l'aéroport. Je savais que ma bru tenterait une dernière fois d'obtenir que Marie nous embrasse. Mais je voulais que nos au revoir soient joyeux. Alors, j'ai décidé d'essayer autre chose. Avant que ma belle-fille n'ait la chance d'insister pour un autre baiser, ou pour un baiser, oui, je lui ai dit que j'avais besoin de dire un au revoir spécial à Marie. Je me suis penchée et j'ai regardé Marie droit dans les yeux. Nous nous sommes fixés du regard ainsi longtemps, jusqu'à ce que je doive me lever. Mon fils demande « Mais qu'est-ce que c'était que ça, maman? » Alors, regardant toujours le petit visage pensif de Marie, j'ai dit « Nos yeux se sont embrassés. » Lentement, le visage de Marie s'est transformé. Un sourire est apparu d'une oreille à l'autre et elle a ri. Puis, elle a couru vers moi et m'a enlacée de ses petits bras en disant « Grand-maman idiote, tu vas me manquer. » Elle va nous manquer aussi. Moi aussi, ça me manquerait. Des petits bras comme ceux qui viennent nous enlacer. Ça fait « Oh, qu'on aime ça. » Alors voilà, c'est ce qui met fin à cette séance de lecture. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez eu autant de bonheur que moi j'en ai eu à vous lire, à vous faire ces lectures. Et là-dessus, je vais vous souhaiter une belle fin de journée.